Je parlerai de Jean Hatzfeld et de Récits des marais rwandais en m'interrogeant quant à la nature de ces travaux entre témoignages et littérature. Depuis les travaux de Jean Norton Cru et puis ensuite d'Agnès Wieworka, qui sont bien connus, les publications, les colloques sur la notion, sur la pratique du témoignage n'ont pas cessé de se multiplier, vous le savez tous, et les manières de les aborder sont extrêmement diverses et multiples, juridiques, sociologiques, historiques, documentaristes, journalistiques, psychologiques, psychanalytiques, on vient d'entendre parler à l'instant, et même littéraires. Or, cette dimension littéraire n'est pas sans poser question. On se souvient qu'elle fut d'ailleurs le grief majeur de Jean Norton Cru, qu'il adressa à nombre de récits de la Grande Guerre, disqualifiant ceux qui lui semblaient justement trop littéraires, quand, de son côté, à la fin de l'ère du témoin, Annette Wieworka se défie, elle, des témoignages qui, dit-elle, s'adressent au cœur et non à la raison, parce que, dit-elle, cette juxtaposition d'histoire ne constitue pas un récit historique, mais lui en oppose une autre vérité, qui est celle de la mémoire individuelle. Et la même question surgit périodiquement depuis que paraissent de plus en plus nombreux des livres de voix qui sont fondés sur des témoignages, des entretiens ou des récits reçus. La question d'ailleurs se trouve alors compliquée du fait que le témoignage publié n'est pas rédigé par le témoin lui-même, mais par l'écrivain qui le reçoit, parfois le traduit ou le fait traduire, et surtout le met en forme pour la publication. Dans l'introduction d'un colloque récent consacré à cette forme littéraire, Alexandre Geffen et Frédéric Lechterflack soulignent qu'il s'agit d'un, je les cite, dispositif formel et stylistique aux immenses enjeux éthiques, puisqu'il s'agit de trouver les manières de restituer sans les transformer ou d'amplifier sans se les approprier des voix qui se doivent de sonner juste. Et le prix Nobel de littérature, accordé en 2015 à Svetlana Alexievitch, et le procès subi par l'écrivaine après la publication des cercueils de zinc, administre un exemple emblématique de ces problèmes. Alors peut-on faire littérature d'un témoignage? Question éthique, certes, mais esthétique aussi, puisqu'il s'agit de littérature, et déontologique sans doute, d'autant plus sensible lorsqu'il s'agit de surcroît de témoignages de survivants d'un génocide ou, ce qui n'est pas plus simple d'ailleurs, de génocideurs. Et c'est ce à quoi je voudrais réfléchir à partir de l'exemple offert par Jean Hatzfeld au sujet du génocide rwandais. Jean Hatzfeld, on le connaît, il a consacré 6 ouvrages au génocide des Tutsis, perpétré donc au Rwanda, je le rappelle, qui fit entre avril et juillet 1994 plus de 800 000 morts. On discute sur les chiffres, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'en a plus eu le temps. Le premier de ces 6 volumes, dans le Nu de la vie, qui est paru en octobre 2000, rassemble les récits des rescapés, de quelques rescapés. 3 ans plus tard, Une saison de machette déploie une enquête auprès des génocideurs hutus incarcérés. Le 3e ouvrage, La stratégie des antilopes, en 2007, étudie la difficile cohabitation des Tutsis et des Hutus après la politique de réconciliation lancée par Paul Kagame en 2001 et la libération anticipée en 2003 par le gouvernement de Kigali de 40 000 de ces génocideurs. Ces 3 livres ont été réunis en un seul ouvrage sous le titre « Récits des marais rwandais » aux éditions du Seuil, et ils sont suivis de 3 autres, chez Gallimard cette fois. Contrairement aux précédents, où les témoignages sont très nombreux, le premier de ces livres chez Gallimard, Englebert des collines, en 2014, est centré sur un Rwandais avec qui Hatzfeld s'est lié d'amitié. Il y a ensuite en 2015 Un papa de sang qui se concentre, lui, sur les enfants Hutus et Tutsis, âgés de 16 à 23 ans, qui héritent d'un lourd passé, mais qu'ils n'ont pas connu. Et enfin, le tout dernier volume, Là où tout se tait, en 2021, s'interroge sur le silence qui continue d'entourer les très rares Hutus qui tentèrent de sauver les Tutsis de la fureur des génocidaires, équivalent, si vous voulez, aux justes parmi les nations qui contribuèrent, comme ils le purent, à sauvegarder des vies juives. Alors, faute de temps, on voit qu'il en reste plus beaucoup, je concentrerai mon propos sur les 2 premiers volumes seulement, sans tomber le 3e, qui réunissent donc les récits de l'événement lui-même, quand les 4 ouvrages ultérieurs s'emploient plutôt à en interroger, eux, les conséquences ultérieures.
largement salué, notamment par Frédéric Lechterflack, qui voit un croisement de la littérature, du témoignage, du journalisme de reportage et de l'enquête philosophique, et qui considère cela comme une entreprise complexe et réflexive, constamment consciente de ses enjeux. Ces livres ont néanmoins suscité quelques interrogations et même des réserves, et notamment de la part de Catherine Cocchio, qu'on connaît tous ici, spécialiste des littératures de témoignage, de la Shoah et plus généralement des violences historiques. Son ouvrage, Rwanda, le réel et les récits, procède à une véritable archéologie du génocide et montre, dans une première partie, comment une véritable mythologie fut créée de toutes pièces par les discours et les actes des explorateurs, des ethnologues et des puissances coloniales qui dressèrent l'une contre l'autre deux communautés abusivement désignées comme des ethnies différentes. La seconde partie de ce livre étudie les divers témoignages auxquels le génocide a donné lieu. Et tout en reconnaissant, je cite, le puissant témoignage collectif de la survivance que constitue Dans le nu de la vie, et, je cite encore, la profonde intelligence de la destruction génocidaire, de sa portée éthique et métaphysique qui s'exprime dans ces pages les plus précieuses qu'aucun autre livre de philosophie sur le génocide, Catherine Cocchio s'interroge, à la fin de l'ouvrage, sur le rapport de l'écrit au réel historique et expérimental, et elle pose la question, justement, du statut formel, voire générique de ces textes. Elle souligne alors que Dans le nu de la vie a été reçu, je la cite à nouveau, comme un texte d'auteur plus que comme un recueil de témoignages, et qu'il a été lu, dit-elle, en tant que littérature. Cette ambiguïté, poursuit-elle, provient du brouillage camouflé mais volontaire de trois étapes de la transmission d'ordinaire séparées. La transcription écrite de témoignages oraux sans mention des questions, leur traduction sans mention des traducteurs, et enfin leur poétisation sans mention des interventions de l'auteur. Au terme de ce malentendu, dit-elle, Hatzfeld, au départ journaliste, devient un écrivain. Et elle reproche encore un certain maniérisme aux pages descriptives du premier livre, dans lequel elle voit, dit-elle, la reconduite de postures coloniales et, je cite encore, une esthétisation déréalisante du témoignage. Notre collègue a d'ailleurs réitéré ces mêmes critiques lors d'un colloque à l'ENS en disant, je la cite encore, « Si le précieux travail de Jean Hatzfeld a révélé quelque chose de ses sensibilités au public français, il les a aussi transformées et volontairement manipulées, jouant avec succès sur l'équivoque littéraire, là où le livre relève aussi du journalisme et du témoignage. » C'est donc bien le brouillage entre témoignage et littérature qui est ici en procès, et avec lui la méthode de ces ouvrages, à savoir une pratique trop implicite du recueil effectif des témoignages et la forme adoptée pour leur restitution livresque. Alors, je reprends ces questions de manière un peu analytique. D'abord, le malentendu de réception qui transformerait le journaliste Hatzfeld en écrivain. Bon, que l'auteur soit journaliste, on ne le contestera pas. Correspondant de guerre pour le journal Libération après avoir été reporter sportif, il a suivi pendant 20 ans les conflits armés du Moyen-Orient et d'Afrique jusqu'en ex-Yougoslavie, à Sarajevo, où il fut grièvement blessé. Il a d'ailleurs livré un témoignage personnel de cette expérience, L'ère de la guerre, à l'Olivier en 1994, puis un roman, La guerre au bord du fleuve, chez le même éditeur en 1999, suivi d'un autre, La ligne de flottaison, chez Au Seuil en 2005. Manifestement donc, l'auteur est écrivain, autant que journaliste, et ce, bien avant son travail sur le Rwanda. Mais vous me direz, ça ne résout rien. Quelle est la nature des ouvrages publiés sous le titre « Récits des marais rwandais » ? Ni le statut de l'auteur, ni la collection « Fiction et compagnie » dans laquelle ils sont publiés, et qui accueille aussi bien des fictions que des essais, ne permettent d'en décider. Seule donc la posture adoptée dans ces ouvrages, l'esprit de ces livres et la forme qu'ils prennent, le dispositif qu'ils mettent en œuvre, permettra d'en juger. Alors le trajet et l'intention de l'auteur d'abord. Jean Hatzfeld avait suivi, comme nombre de journalistes, l'exode des Hutus, craignant les représailles après l'intervention du Front patriotique rwandais qui mit fin au massacre. Envoyé au Rwanda comme correspondant de Libération au début de l'été 1994, et donc après le génocide,
Hatzfeld s'avoue troublé par les reportages qu'il vient lui-même de commettre, lesquels déplacent le statut de victime des Tutsis, exterminés dans l'indifférence générale, sur les Hutus, dont les longues files errantes très photogéniques sont abondamment produites alors par les médias. En effet, faute d'avoir été présent lorsque celui-ci s'est déclenché, le 7 avril 1994, les journalistes n'ont pas couvert le génocide. Nombre d'entre eux, en revanche, rapportent les images saisissantes des colonnes de réfugiés Hutus lors de l'été 1994, ce qui, note Hatzfeld, engendre, je cite, une confusion dans nos esprits occidentaux, au point d'oublier quasiment les rescapés du génocide, encore hagards dans la brousse, pour n'identifier comme victimes que les fuyards Hutus de cet exode sur les routes et dans les camps du Congo. Décidé à en savoir plus sur ce génocide occulté, Hatzfeld renonce alors définitivement à son métier de journaliste et, à partir de 1998, entreprend une enquête d'une toute autre nature. Et lui-même souligne combien sa démarche est anti-journalistique. C'est son terme. Il précise très modestement, ma motivation essentielle a été de faire de la littérature, travailler sur l'esthétique de l'écrit, faire entrer dans l'univers génocidaire. L'écriture journalistique n'est pas adaptée à un tel événement. Ce propos qu'il a confié au journal Le Monde confirme celui tenu à la fin de la très brève introduction du premier volume. Je cite, « L'histoire du génocide rwandais sera longue à écrire. Cependant, l'objectif de ce livre n'est pas de rejoindre la pile d'enquêtes, documents, romans parfois excellents déjà publiés, uniquement de faire lire ces étonnants récits de rescapés, uniquement de faire lire ces étonnants récits de rescapés. Ce n'est donc pas la réception médiatique qui transforme Hatzfeld en écrivain, mais bien la finalité clairement revendiquée de ses ouvrages, et ce, quand bien même Catherine Cocchio persévère, à propos du second volume cette fois, à le considérer comme un journaliste et anthropologue improvisé. De plus, ces livres sont explicitement destinés à un lectorat occidental. Ils circulent d'ailleurs très peu et très très mal au Rwanda. Ils ont pour but de nous faire connaître le génocide, non pas simplement pour informer sur les événements, mais pour donner à entendre de l'intérieur le vécu, les souffrances, les émotions, ou, dans le second volume, s'agissant des génocidaires, la relative indifférence que ces événements ont suscité. C'est de la littérature, donc, mais pas de la fiction. Hatzfeld se propose de rassembler des récits. Il ne prétend pas cependant en faire des archives documentaires au service d'un commentaire journalistique. Ces livres que Catherine Cocchio situe entre témoignages réécrits et poèmes naturels se tiennent en fait dans un espace très singulier entre la littérature, le témoignage et les sciences historiques et sociales. Or, cet espace est justement investi par une forme littéraire inédite, apparue à la fin du siècle dernier, que j'ai proposé d'appeler des littératures de terrain. Alors, je rappelle d'un mot, sans faire trop long, de quoi il s'agit. Nombre d'écrivains, convaincus, comme l'écrivait Jacques Rancière, que le réel n'est plus un effet à produire, mais un donné à comprendre, renoncent à la fiction. Leurs objets coïncident alors avec ceux de la sociologie, de l'ethnologie du proche ou des lointains, avec l'enquête géographique, l'histoire immédiate ou plus ancienne. J'avais des exemples, mais je passe pour faire plus vite. Mais au lieu de fournir des narrations ordonnées, ils préfèrent restituer leurs investigations, en livrer les matériaux tels quels. La forme de ces œuvres est bien littéraire, mais elle se fonde ainsi sur des pratiques issues des sciences sociales, l'enquête, l'immersion, l'entretien, la recherche et la production de documents, les recueils de témoignages, les fouilles d'archives, les observations in situ. Ces œuvres livrent ainsi, dans une libre proximité avec les sciences sociales, ce que les scientifiques appellent un travail de terrain, traduction du terme anglais fieldwork, que j'ai retenu pour les désigner. Les recueils d'entretien et les autres livres de voix en font éminemment partie. Dans le cas précis de Jean Hatzfeld, auquel je reviens, la méthode mise en œuvre est énoncée dès le début du premier livre, en même temps que l'intention qui gouverne l'ouvrage. Je cite. « Pendant plusieurs années, les rescapés de Nyamata, comme ailleurs, ont gardé le silence, aussi énigmatique que le silence des rescapés au lendemain de l'ouverture des camps de concentration nazis. Pour les uns, explique-t-il, la vie s'est cassée.
Pour d'autres, elle s'est arrêtée. Pour d'autres encore, elle doit reprendre absolument. Et cependant, tous admettent qu'entre eux, ils ne parlent que du génocide. D'où l'initiative de revenir là-bas et de converser avec eux, de boire des bières Primus chez Marie-Louise ou du vin de banane au comptoir du Kibongo, de multiplier les visites dans les maisons de Pisé, sur les terrasses des cabarets, à l'ombre des acacias, d'abord timidement, puis avec plus de confiance, de familiarité, à la rencontre de Cassius, de Francine, d'Angélique, de Berthe et des autres, pour les convaincre de raconter. Plusieurs d'entre eux se montrent dubitatifs quant à l'intérêt de parler à un étranger, ou quant à l'intérêt d'un étranger pour leur récit, mais aucun ne refuse. Fin de citation. Ce passage un peu long que j'ai lu se distingue en 3 moments distincts. Le constat du silence post-traumatique qui motive l'enquête, le projet, dont l'énoncé est d'ailleurs assez discret, l'initiative de revenir là-bas, et la méthode esquissée, la familiarisation, boire des bières, et le recueil de récits. La comparaison initiale, aussi énigmatique que le silence des rescapés au lendemain de l'ouverture des camps nazis, construit un modèle a priori. Après un génocide, les victimes ont tendance à se taire plutôt qu'à témoigner. La question du témoignage, après le génocide de 1994, réédite donc ce qu'on a pu observer au sujet de la Shoah. Comme un scientifique, Hatzfeld aborde son objet avec un présupposé, qu'il s'agit de mettre à l'épreuve. Le projet se fonde donc sur une hypothèse, doit vérifier des constats antérieurs et permettre de valider ce qu'on pourrait appeler un modèle anthropologique et historique. La seconde motivation demeure plus implicite. La comparaison laisse entendre que ce qui intéresse Jean Hatzfeld dans cette recherche tient aussi aux questions qu'il se pose lui-même sur le meurtre de masse perpétré contre sa propre communauté. On sait que les grands-parents de l'écrivain furent eux-mêmes déportés. Cette question originelle et insistante du silence réapparaît bien plus tard dans le livre. Je cite : « Lors d'un voyage au Rwanda en plein exode, je fus frappé par l'effacement des rescapés dans les témoignages. Lors d'un deuxième voyage, 3 ans plus tard, à Nyamata, leur mutisme me stupéfie encore. Le silence et l'isolement des survivants sur leurs collines sont déroutants. » L'écrivain établit alors une nouvelle fois le rapprochement avec le silence des survivants de la Shoah. Me revint en mémoire ce temps si long qu'il avait fallu attendre avant que les rescapés des camps de concentration nazis ne veuillent et ne puissent être entendus et lus, après d'innombrables ouvrages réalisés par d'autres sur l'Holocauste, et combien leurs récits avaient été essentiels pour tenter de comprendre. Il s'agit donc pour lui de combattre ce silence et de favoriser la venue de la parole. L'énoncé du projet est également intéressant par sa formulation un peu énigmatique. « Revenir là-bas », écrit Hatzfeld. Le préfixe de la réitération signale que l'écrivain est déjà venu sur les lieux. Or, de ce premier séjour, nous ne saurons rien avant la fin du livre. Alors que c'est justement, je l'ai dit tout à l'heure, par réaction à son activité journalistique que Hatzfeld entreprend son ouvrage. Ce retour coïncide avec une mutation profonde dans la vie de l'écrivain qui renonce à son statut de journaliste en se mettant en congé de son journal. Mais l'association du verbe « venir » et de l'adverbe « là-bas » souligne aussi l'ambivalence du lieu de référence de l'écrivain enquêteur et met le doigt sur une tentation rencontrée par certains ethnologues qui reconduit certains d'entre eux à adopter la communauté sur laquelle ils enquêtent comme communauté d'élection. Et de fait, pendant plus de 20 ans, Hatzfeld fera ainsi de longs séjours sur place. Il y noue des relations amicales, Englebert par exemple. Il voit grandir des enfants dont il partage les jeux, il joue au foot avec eux, et il leur consacre son 5e livre. Et dans un entretien accordé au Monde, il déclarait encore en 2007 « Je travaillerai ainsi encore pendant 30 ans, en tout cas tant que ce travail ne sera pas stérile. » La familiarisation donc et le recueil de récits, brièvement évoqués dans l'introduction, sont réitérés dans les mêmes termes 150 pages plus loin, je vous passe la citation. Hatzfeld y décrit à chaque fois le principe de l'enquête en immersion, ou encore ce que les ethnologues appellent observation participante, définie d'abord par Malinowski, puis par Bogdan et Taylor, comme une recherche caractérisée par une période d'interaction sociale intense entre le chercheur et les sujets, dans le milieu de ces derniers, au cours de laquelle des données sont systématiquement collectées. Le recueil de récits par l'entretien, dont la transcription mot à mot est également convoquée dans le passage que finalement je n'ai pas lu, confirme la mise en œuvre de cette pratique. Et dans les mêmes pages,
est également énoncée la restriction de champ de l'enquête du premier volume aux seuls entretiens avec des rescapés. Je suis simplement allé chercher des récits de rescapés, au creux d'un vallonnement de marais et de bananeraies. Certains souvenirs comportent des hésitations ou des erreurs que les rescapés commentent eux-mêmes. Elles n'affectent pas la vérité de leur narration, essentielle pour tenter de comprendre ce génocide. Voilà pourquoi ne sont pas retranscrites d'interviews de personnalités politiques ou judiciaires de Kigali ou de Nyamata, ni de témoignages d'anciens chefs ou tueurs interamoués. Il y en aura quelques-uns de recueillis dans le volume suivant. Pour le même motif, ne sont pas rapportés les propos des Hutus résistants, ni des protagonistes étrangers. Ça sera dans le 6e volume. On entend alors ce qui distingue le travail d'Hatzfeld de ce qu'aurait pu être celui d'un journaliste ou d'un historien dont le projet serait de reconstruire l'intégralité de l'événement envisagé selon l'ensemble des parties en présence ou impliquées d'une manière ou d'une autre. La contextualisation ne procédera ici que des récits rapportés, ce qui permet justement de n'en pas détourner l'attention et de focaliser le champ de conscience selon une pratique qui est elle-même largement expérimentée en littérature depuis le début du XXe siècle. Hatzfeld se refuse à toute position surplombante. Il laisse le dernier mot aux récits qui, seuls, ont charge de porter le sens et la conclusion s'il en est une. À eux seuls est déléguée la fonction interprétative. C'est là un geste puissamment littéraire qui s'inscrit très précisément dans ce grand mouvement subjectif qui déleste le narrateur de son omniscience narrative et de ce que Jacobson appelle la fonction idéologique, c'est-à-dire de toute latitude à interpréter par son propre discours les éléments fournis. Cette prise de distance, avec toute ambition de synthèse scientifique, ce refus de toute exploitation du matériau accumulé est d'abord la manifestation d'une pudeur qui respecte l'autonomie des témoignages, qui s'interdit de les parasiter de toute intervention ou de les commenter. C'est aussi que ces témoignages se suffisent à eux-mêmes, s'y énonce ce que Hatzfeld appelle la vérité des narrations. La vérité des narrations, et pas seulement la fidélité pour articuler aux propos qu'on a entendus tout à l'heure. Par-delà les hésitations ou les erreurs dont ces témoignages peuvent être empreints. C'est-à-dire une vérité éprouvée, non pas une vérité historiquement construite, à l'encontre donc des usages scientifiques qu'Annette Wieworka voudrait faire des témoignages. Au fil des retranscriptions, Hatzfeld constate que les récits parlent suffisamment d'eux-mêmes, non pas seulement dans leur charge pathétique, mais aussi dans la réflexion qu'ils font entendre sur la violence de l'épreuve subie, sur le dérèglement psychique que cette violence impose, sur les traces traumatiques qu'elle laisse, sur le sentiment de mal-être au monde qu'elle induit. Une vérité humaine, pourrait-on dire, anthropologique finalement beaucoup plus qu'historique. Le retrait de l'écrivain est donc ici méthodique, à la fois littéraire, je viens de le dire, en ce qu'il obéit au principe de délégation du récit moderne au seul point de vue de ses protagonistes, et aussi éthique, en ce qu'il se préserve de toute réappropriation des récits au profit d'une quelconque théorisation scientifique. Ce dernier point est essentiel car il s'inscrit justement dans le scrupule postcolonial instauré par Edward Said et Clifford Geertz, qui a profondément bouleversé une ethnologie occidentale dans laquelle seuls les savants occidentaux se pensaient fondés à décrire la vérité existentielle des peuples indigènes. C'est pourquoi je vois mal ici ce qui pourrait légitimer l'accusation portée par Catherine Cocchio de reconduite de posture coloniale. Bien au contraire. Blanc, occidental, issu lui-même d'une ancienne puissance coloniale dont la responsabilité se trouve engagée dans les événements, Hatzfeld ne s'accorde pas la parole, du moins dans le premier volume, hors de la description purement factuelle des lieux et des circonstances des rencontres. Et on notera aussi l'absence d'inflexion pathétique dans ces passages descriptifs. Le jeu de l'écrivain disparaît le plus souvent de ces pages. Il n'est plus que l'oreille qui enregistre le récit des rescapés, auquel il laisse la plus grande place, sans aucune intervention de sa part. Si question il y eut, et on est bien obligé de penser que ces récits ne sont pas produits tels qu'ils sont présentés, ces questions ne sont pas rapportées. L'enquêteur s'est donc complètement effacé. Effacé, mais il demeure présent. Et c'est là qu'il y a un geste important, parce que c'est grâce à lui que cette parole advient. Il faut en effet insister sur l'importance de la sollicitation et de l'écoute,
qui suscite cette parole refoulée, inattendue. Il importe que cet espace et cette attention soient offerts par un étranger, car sa distance et son silence accueillant autorisent la venue de récits dont, à l'inverse, les séances de Gassasa, les milliers de procès qui se sont tenus sous une forme coutumière entre 2003 et 2013, parce qu'elles mettaient en présence victimes et bourreaux, ont montré la difficulté, parfois même l'impossibilité. Comme l'écrit la sémio-psychanalyste Christiane Kegel, faire œuvre de témoignage implique en effet un prodigieux effort psychique, afin d'extraire de la pensée absente, irrémédiablement fermée au souvenir du trauma expérientiel, ce qui rend possible l'affleurement sensible de l'émotion au sein du discours oral ou écrit. Eh bien, l'écoute d'Hatzfeld rend possible cette émergence de la parole, dont l'écrivain devient le témoignaire, le destinataire du témoignage, selon le terme proposé par Regine Weinstraten. Demeurent néanmoins les questions de modalité de transcription écrite des témoignages oraux, de leur traduction ou de leur poétisation, dans lesquels Kokio décèle un brouillage camouflé mais volontaire. Là encore, s'il demeure discret afin justement de ne pas écraser la puissance des récits sous le carcan des procédures qui permettent de les faire advenir, Hatzfeld n'est pourtant pas silencieux. Le problème de la langue, par exemple, est très tôt abordé dès la page 15 du livre. La première personne avec qui Hatzfeld noue un échange, Sylvie Umumbei et Innocent Ruilizza, auquel elle l'a présenté, deviennent, dit-il, des interprètes d'une inestimable précision. Les noms, donc, sont bien donnés, contrairement à l'allégation de Kokio. Et c'est aussitôt pour réfléchir justement au statut des langues pratiquées au Rwanda et à leur traitement. Je cite. « Il faut noter, c'est page 15, dès le début du livre, il faut noter que ces récits s'expriment en 3 langues. Le Kinyarwanda, langue des cultivatrices, le français rwandais, langue des autres personnes et des traducteurs, et le français de l'Hexagone. L'attention portée au français rwandais, dont l'appropriation du vocabulaire est magnifique, pour retranscrire fidèlement certaines descriptions et réflexions, induit de rares maladresses linguistiques, trop repérables pour être dommageables. L'ouvrage n'est donc pas dénué de considérations socio-linguistiques, avec notamment, d'ailleurs, on va la remarquer peut-être, l'attribution d'une langue à une communauté particulière, et même dans ce cas précis, à des cultivatrices, donc à un sexe. Et la préférence accordée au français rwandais, qui est celle dans laquelle, qui est la langue dans laquelle sont transcrits les témoignages, qui est la langue des traducteurs, et non pas un français normé, hexagonal, pour le choix de cette transcription, se motive par 2 arguments. La fidélité aux descriptions et réflexions produites dans les phrases et métaphores propres au Kinyarwanda, telles que le français rwandais les restitue, d'une part, un souci déontologique, donc, et la beauté de cette langue, dont la séduction esthétique est assez frappante et sur laquelle revient dans le tout dernier ouvrage, l'avant-dernier ouvrage, Un papa de sang, Hatzfeld, qui définit le français rwandais comme une langue métaphorique, imagée, extrêmement précise, qui redonne un sens originel au mot français, parfois un peu désuet, parfois très 19e siècle, teinté de belgisme. Faire entendre donc la singularité de cette langue particulière est très intéressante, parce qu'elle respecte effectivement la modalité linguistique dans laquelle ces émotions s'expriment. Et elle permet de faire apparaître aussi des effets de sens assez intéressants. Par exemple, ne pas traduire couper par tuer fait entendre combien l'assassinat à la machette s'apparente au travail des champs, et comment il déshumanise les victimes aussi peu humaines que du sorgho ou des bananes. C'est aussi désigner la stupéfiante singularité de ce génocide de proximité que Hatzfeld définira plus tard comme un génocide agricole, par opposition au génocide industriel de la Shoah. De même, maintenir les mots cohabitants ou avoisinants en lieu et place de voisins, c'est permettre aux participes présents de souligner la proximité, l'intimité, même la similitude entre les 2 communautés, abusivement considérées comme des ethnies. Reprendre textuellement une formule telle que « on a duré dans cette existence hagarde » pour décrire la survie des rescapés cachés dans les marais, c'est par proximité avec le verbe « endurer », dire, mais sans hyperbole complaisante, une survie sans vie et l'accoutumance résignée à la situation de victime potentielle. Dans Une saison de machette, le second volume, Jean Hatzfeld note que des lecteurs du précédent livre ont évoqué l'influence du traducteur sur la langue si particulière des rescapés. Et il explique.
Sylvie et Innocent, les deux interprètes, avaient compris qu'une restitution des textes in extenso était la première étape pour passer de l'oral à l'oral écrit. Ils avaient donc si finement et fidèlement traduit qu'il était impossible, même à un Rwandais francophone, de distinguer les récits traduits et ceux livrés directement en français par le rescapé. C'est donc pas du tout un travail de poétisation auquel nous avons affaire, mais bien d'écoute et de restitution au plus proche des expressions et de leur signifiance. Ce par quoi le texte d'Hatzfeld échappe à l'accusation qui lui est portée de souffrir au cliché romantique d'une langue naturellement artistique. Car ce n'est pas tant la mélodie de cette langue pour dire les choses d'une extrême violence qui sidère le lecteur, mais bien le sens qui se dégage d'un tel paradoxe. Lorsque Hatzfeld interroge une de ses interlocutrices sur l'élégance de son langage, justement, celle-ci lui répond « ça coule comme ça, parce que si on revient de là-bas, on a voyagé dans le nu de la vie ». Et c'est cette formule qui donne son titre au livre et provient donc d'une victime elle-même et non pas d'une espèce de contamination intellectuelle avec le livre de Giorgio Agamben, Le pouvoir souverain et la vie nue, comme ont pu le prétendre certains commentateurs. La confrontation avec le second livre, Une saison de machette, consacré aux tueurs, fait du reste entendre cette même langue. Il n'y a donc pas de transfiguration poétique des récits de rescapés, laquelle ne serait évidemment pas recevable pour les récits des tueurs. C'est en revanche une langue dans laquelle s'inscrit l'étonnante facilité et quasi-fatalité du génocide. Je cite « Tuer est moins échinant que cultiver. Dans les marais, on pouvait traîner des heures à chercher quelqu'un à abattre, sans se trouver pénalisé. On pouvait s'ombrager et bavarder sans se sentir fainéant. Le programme de la journée ne durait pas, comme au champ. On rentrait à 15 heures pour garder le temps du pillage. On s'endormait le soir en sécurité, sans plus aucun souci de sécheresse. On avait oublié nos tourments de cultivateurs. » Alors, j'en viens maintenant à l'agencement des récits. Les récits sont dépouillés de leur scorie, et Hatzfeld explique lors d'entretien que la conversation roulait parfois sur autre chose, qu'on peut bien comprendre. L'intensité douloureuse de la remémoration n'est pas supportable sur le long cours. Mais conserver ces moments de relâche en aurait dilué le propos, l'aurait égaré à certains égards. Donc Hatzfeld reconnaît effectivement un travail de composition. « Je devais faire un livre, dit-il, de ce monceau de textes. » Et il insiste sur son souci de construire un livre, et bien sûr de lui conférer la plus grande efficacité. Et c'est encore un souci éthique qui gouverne le montage. Et on le constate dans la forme très différente adoptée pour les deux livres. Une saison de machette et Dans le nu de la vie. Le premier volume, Dans le nu de la vie, fait alterner de très brefs chapitres descriptifs de quelques pages, les lieux, les rencontres, et puis 14 récits de rescapés qui sont chacun en une seule venue, directement formulés à la première personne du singulier. En revanche, le second volume scinde volontairement les propos des tueurs et les réunit par notions thématiques. L'organisation, la première fois, l'apprentissage, le goût et le dégoût, travaux des champs, etc. Scinder et répartir leurs propos, ceux des tueurs, empêche que s'opère l'empathie projective que toute lecture au long cours finit par susciter, quand bien même le locuteur serait odieux. Et donc la structure de l'ouvrage est bien gouvernée par un souci éthique, faire droit aux témoignages dans leur continuité d'abord, et au contraire les découper par chapitres thématiques pour pouvoir y réfléchir, dans le second cas. Et cette partition est aussi fondée sur une volonté réflexive, le besoin de comprendre succédant à la nécessité d'entendre, qui était présente dans le premier volume. Les chapitres d'entretien, dans le second volume, alternent cette fois avec les commentaires de l'écrivain qui ne s'interdit plus la fonction idéologique. Hatzfeld réfléchit ainsi au passage à l'acte. C'est là qu'il définit le génocide de proximité, qui s'interroge sur les marchandages du pardon, qui illustrent les chapitres d'entretien avec les tueurs. Une rapide synthèse des chapitres de ce second volume permet de dégager un certain nombre de tendances. D'abord, Hatzfeld repère et dénonce des mensonges dans les propos de ses interlocuteurs. Il maintient dans le texte la version mensongère, mais il rétablit ensuite la réalité des choses dans son commentaire. Intervention qu'il ne fait absolument pas dans le premier volume, bien évidemment. Le rapport avec la Shoah est plus explicitement posé. Hatzfeld mentionne les travaux de Raoul Hilberg, ceux de Christopher Browning sur des hommes ordinaires. Je n'ai pas le temps de développer, mais vous trouverez ça très développé, notamment dans l'édition de poche autour des pages 64-65.
Il réfléchit à la notion de génocide qu'il distingue des crimes de masse. Il interroge la pertinence de ce mot pour désigner les massacres de Bosnie auxquels il a assisté. Il considère la sidérante banalité du mal qui se déploie au Rwanda, en écho avec les analyses de Hannah Arendt. Il essaie de constituer finalement une sorte de paradigme du génocide en s'avançant vers un travail d'élaboration conceptuelle qui serait proche de celui d'un scientifique. Il s'interroge sur le pardon. Là encore, je n'ai pas le temps de développer, mais il entre en discussion avec la mémoire, l'histoire, l'oubli de Paul Ricoeur qu'évoquait François tout à l'heure. Il développe à nouveau des considérations sociolinguistiques et fait apparaître l'usage de lexiques différents entre les rescapés, qui utilisent un vocabulaire plus cru, imagé, précis, qui n'hésitent pas à employer les mots de génocide ou de tuerie et qui savent le dégât que le trauma inflige au langage. Il y a une citation de Sylvie, par exemple, qui est à cet égard très, très éclairante. Je cite : « Je dois préciser qu'après un génocide, certains mots n'ont plus le sens d'auparavant. Certains mots perdent leur sens carrément. Et celui qui écoute doit être aux aguets des modifications. » Et puis d'autre part, le lexique des tueurs qui, eux, esquivent les mots tracassants et privilégient un vocabulaire euphémisant dont le réalisme emprunte à leur activité coutumière d'agriculteurs. Autre aspect étudié dans le second livre, l'interaction dialogale, qui fait l'objet de commentaires également. Hatzfeld remarque notamment que l'aisance des échanges est différente selon la modalité qu'il emploie pour ceci, et que si sa question emploie la seconde personne du singulier, la réponse alors élude complètement la tuerie. Mais s'il pose à la même personne la même question avec la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel, le vous, alors le tueur accepte de produire le récit. Comme s'il y avait l'idée que la responsabilité individuelle refusait de se reconnaître et de s'engager, alors que la responsabilité collective acceptait plus facilement d'être avouée. Et enfin, des réflexions d'ordre anthropologique qui s'esquissent aussi, même si Hatzfeld ne s'en reconnaît pas la compétence. Le projet et la démarche méthodique sont donc plus explicites, effectivement, dans le second volume. Dans Le nu de la vie, il mettait le lecteur face à une réalité vécue, douloureusement indépassable. Le second, au contraire, se heurte davantage à un scrupule. Hatzfeld le reconnaît. Tandis que je n'avais pas eu le moindre doute sur le premier projet, je n'ai cessé d'en avoir avec celui-ci. Je l'entrepris sceptique, car la relation que j'aurais tenté d'établir avec les tueurs s'avéra au début à la fois rebutante et vaine, d'une nature très brutalement différente de celle établie et poursuivie avec les rescapés de la région de Nyamata. Et il s'interroge, est-il moral, non pas de parler avec de tels tueurs, mais de les encourager à s'exprimer? Et même, est-il moral de publier les entretiens de gens emprisonnés, privés de liberté physique et de liberté d'expression? Alors qu'ailleurs, en de précédentes circonstances, il s'y était refusé, l'écrivain se convainc quand même de publier ses textes. Je savais aussi que cela n'avait pas été fait en 1945. Il n'y a pas de récit de tueurs ordinaires du génocide juif, hormis des sortes de biographies de gens célèbres. Je pensais que ce n'était pas possible. Mais comme je n'arrivais pas à me débarrasser de cette histoire, je revenais là-bas, un peu pour rien. Et parmi les modèles qui finalement l'ont convaincu de procéder à ce second volume, il y a, dit-il, la force du livre d'Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, écrit après avoir écouté les paroles d'un emprisonné à l'approche de sa condamnation de surcroît. Un scientifique, ethnologue ou sociologue, doit justifier le panel des personnes interrogées. Hatzfeld explique y avoir songé, mais avoir tout de suite trouvé absurde de sacrifier à cette définition d'un panel pour le premier volume, soucieux qu'il était d'accueillir des paroles singulières, sans chercher à les vouloir représentatives. Pour le second, en revanche, afin de favoriser une relative efficacité des échanges, il a souhaité s'adresser non pas à une suite d'individus, mais à un groupe d'individus, qui se sentent ainsi protégés des dangers de la vérité par leur amitié et leur complicité. Ça rejoint les remarques que je faisais sur le tu et le vous tout à l'heure. Son choix se porte donc sur une dizaine de copains de Kimbungo qui forment une bande à la fois banale et informelle, comme il existe beaucoup à la campagne.
Et il explique de même les conditions précises des entretiens. Là aussi, je passe parce que je sens que vous avez faim. Enfin, lui-même ne se tait plus dans ce second volume sur ses propres affects. Le chapitre intitulé « L'esprit de groupe » précise le sentiment qu'il éprouve face à chacun de ses membres. Ni l'aversion, ni le mépris, ni la pitié, ni même l'antipathie, mais la méfiance, immédiate et réciproque. Et il confie à ce moment-là seulement les émotions qu'il avait eues dans ses entretiens avec les rescapés. Il dit notamment avoir été évidemment profondément bouleversé par leur récit. C'est également dans ce second volume que sont développées les considérations méthodiques qui ont présidé au premier. Bon, là aussi, je vais passer un peu. Alors, l'énoncé de la méthode y est plus explicite, l'auteur s'en efface moins, et cela permet de considérer que, finalement, ces deux livres doivent être lus en diptyque. Quand bien même, d'ailleurs, l'idée et la nécessité du second volume n'apparurent à l'écrivain que plus tardivement. Et puis ensuite, ils seront complétés par les autres que j'ai indiqués au tout début de mon propos. La composition des deux ouvrages correspond donc à des considérations et des exigences différentes selon les interlocuteurs interrogés. La part littéraire est certes plus présente dans le premier, tandis que le questionnement scientifique s'actualise plus nettement dans le second. Mais ethnologues et sociologues savent bien que le travail de terrain n'est pas le même selon l'objet qu'il se donne et qu'il ne peut recevoir de méthodes a priori toujours semblables. Et de même, la littérature de terrain n'est pas une forme figée. Elle se réinvente à chaque entreprise. Les choix formels rassemblent des motivations de différentes natures, éthiques, littéraires, esthétiques et scientifiques à la fois. D'un livre à l'autre, dans cette série donc qui se prolonge, Jean Hatzfeld aura répondu ainsi en écrivain au vœu que Pierre Bourdieu exprimait en ouverture de La misère du monde. Je cite, « Fournir une représentation complexe et multiple, fondée sur l'expression des mêmes réalités dans des discours différents, parfois inconciliables, et à la manière de romanciers tels que Faulkner ou Virginia Woolf, abandonner le point de vue unique, central, dominant, bref quasi divin, auquel se situe volontiers l'observateur et aussi son lecteur, au profit de la pluralité des perspectives correspondant à la pluralité des points de vue coexistants et parfois concurrents. » C'est faire entendre à la fois, finalement, la singularité de l'expérience individuelle et ce que Philippe Ménard appelle la polyphonie collective des témoignages. Troublée par la forme indéfinissable ainsi produite, Catherine Cocchiot s'interroge finalement, je cite, « Un autre genre est ici en question aux contours non fixés. Ce genre, qu'elle ne parvient pas à identifier, porte désormais un nom. Ce sont justement les littératures de terrain, qui échappent à la fois à l'académisme scientifique et aux réinventions littéraires, mais participent des exigences et de l'éthique qui gouvernent ces deux disciplines. Car la puissance même de la restitution littéraire s'y maintient au plus juste de la langue, de son lexique particulier, de son phrasé, de ses images. Elle force ainsi l'attention et elle permet, dans le cas particulier de ces deux livres, cette sidérante plongée au plus intime d'un génocide à la fois subi et perpétré. Je vous remercie pour votre patience.